Je me souviens d'une odeur. Pas seulement de fumée, mais de chair, de tissu brûlé, de mangue trop mûre éclatée sous les pieds. Mon village ne faisait pas de bruit ce jour-là. Il hurlait. Et moi, sous les décombres, j'entendais les voix disparaître une à une. À 18 ans, je ne savais pas qu'on pouvait mourir sans être touché. Ils sont arrivés avant l'aube. On ne les attendait plus. On disait qu'ils étaient loin, qu'ils avaient d'autres priorités. Mais les fusils, eux, n'avaient pas oublié notre nom. J'étais dans la maison de ma tante. Je devais laver les draps. Je ne les ai jamais retrouvés. Seulement des cendres. Et une cuillère tordue. Le toit s'est effondré avant que je comprenne. Une chaleur m'a traversée. Et puis plus rien. Le silence après l'explosion a été plus cruel que le bruit. Je n'ai pas crié. Pas tout de suite. Mon corps ne bougeait pas. Ma bouche était pleine de poussière. J'ai cru que j'étais déjà morte. Mais non. Sous les poutres, une main a bougé. La mienne, lentement. J'ai senti mes jambes, ou plutôt l'absence d'elles. Je ne savais pas encore si elles étaient cassées, brûlées ou absentes. J'ai prié. Pas pour vivre. Pour que quelqu'un vienne. Juste une voix humaine. Une promesse de suite. Ils sont venus. Pas ceux qu'on connaissait. Des hommes blancs, en uniforme. L'accent d'un autre monde. Ils ont soulevé les planches. Ils ont regardé mon visage comme on regarde une question. Je ne parlais pas leur langue. Mais mes yeux ont crié « Je suis vivante ». Et ça a suffi. On m'a couverte d'un drap, comme un secret. On m'a portée loin. Loin du feu, des restes, des enfants qu'on n'a pas retrouvés. Mon corps tremblait, mais je ne pleurais pas. Pas encore. Il fallait d'abord comprendre où j'étais et qui j'étais devenue dans ce chaos. Ce jour-là, j'ai perdu un village, une enfance, une langue. Mais j'ai gardé une chose, la mémoire, et avec elle, le devoir de raconter, pour que personne ne croie qu'on n'a pas existé, pour que même ceux qu'on n'a pas sauvés aient au moins une histoire à laisser derrière eux. Ils m'ont sortie vivante, oui, mais ce n'est pas parce qu'on respire qu'on est intact. Mon corps, ils l'ont posé sur une civière. Mon âme, elle, est restée quelque part entre les cris et la poussière. J'avais 18 ans, et plus rien. Ni maison, ni famille, ni voix dans ma langue. Le trajet jusqu'à la base militaire a été flou. J'ai vu le ciel, un coin de chemise, une chaussure. On parlait autour de moi, fort, en vitesse. Mais je ne comprenais rien. J'étais une étrangère dans le pays de ma propre douleur. Une enfant dans un monde d'adultes armés. Ils m'ont mis dans une tente blanche, avec des rideaux tirés. Une infirmière a touché ma joue. Elle a dit quelque chose. J'ai cru entendre « sauver » ou peut-être « chance ». J'ai fermé les yeux. J'avais honte d'avoir survécu, d'être le témoin inutile d'un monde qui brûle. Les jours suivants, j'ai reçu des soins. Ma jambe gauche bougeait peu. Mon dos me lançait. Ils faisaient des gestes doux, mais leurs yeux ne savaient pas où me poser. J'étais un problème à résoudre. Un corps noir venu d'un village perdu, sans nom, sans papier, sans passé. Je ne parlais pas, par peur de mal dire, par peur de déranger, par peur d'être entendu. Alors je me taisais, et on disait que j'étais sage, que j'étais forte. On n'imagine pas combien le silence peut être mal compris. Je n'étais pas forte, j'étais vide, et j'avais froid. Un jour, un soldat m'a tendu une bouteille d'eau. J'ai hésité. Il a souri. C'était rien, juste de l'eau. Mais j'ai pleuré. C'est là que j'ai compris. J'étais en vie, oui, mais je n'étais plus entière. Quelque chose en moi était resté dans les cendres et ne reviendrait jamais. Être vivante ne suffisait pas. Il fallait trouver un sens, une raison, une suite. Et même si je ne le savais pas encore, c'est là, dans cette tente blanche, que ma nouvelle histoire avait commencé. La France ne sentait pas comme chez moi. Ici, le pain craquait, le sol résonnait, les gens marchaient vite. Moi, je flottais.
Je n'avais pas de papier. Juste un visa temporaire, des vêtements trop grands, et cette question qu'on posait sans cesse, « Vous venez d'où ?» Comme si je venais d'un endroit qu'on pouvait pointer du doigt. Les premiers mois, j'étais logée dans un centre d'accueil. Un grand bâtiment gris, partagé avec d'autres blessés, d'autres rescapés, d'autres solitudes. On ne parlait pas la même langue, mais on se reconnaissait dans les silences. Le regard baissé, le dos raide, les gestes mesurés pour ne pas déranger. Apprendre le français, c'était comme recoller une bouche. Chaque mot me griffait la gorge. Le R roulait trop fort. Le U m'échappait, et les phrases étaient longues, comme des escaliers qu'on monte sans fin. Mais j'apprenais. Parce qu'il fallait. Parce que le silence ne pouvait pas tout dire. Je marchais peu. Mon corps gardait les cicatrices, même celles qu'on ne voyait pas. Mais je me forçais à sortir, à observer, à comprendre le rythme de cette nouvelle vie. Les gens riaient dans les cafés. Moi, j'avalais mes souvenirs avec le thé trop chaud qu'on me servait à la cantine. La solitude, ici, n'était pas nouvelle. Elle était familière, comme une vieille compagne qui avait pris l'avion avec moi. Mais ici, elle portait un autre nom, intégration. Je devais m'adapter, me fondre, devenir invisible dans un système qui ne savait pas quoi faire de moi. Je me souvenais de ma langue, de ses rondeurs, de ses chansons, mais je la gardais pour moi, comme un trésor honteux, parce que chaque fois que je la laissais sortir, on fronçait les sourcils. On me demandait de répéter, de parler correctement. Alors je parlais moins, encore. Mais dans ce silence et cette étrangeté, une chose est née, la patience, une patience solide, une patience qui écoute, qui attend, qui observe. Et c'est elle, je crois, qui m'a permis de ne pas sombrer. On m'appelait Madame, avec une politesse froide, ou parfois la Noire, avec une franchise brutale. Ni l'un ni l'autre ne disait mon nom. Je n'étais plus celle d'avant, mais je n'étais pas non plus devenue quelqu'un d'ici. Entre deux mondes, ma peau me rappelait que je n'appartenais à aucun. Mon accent trahissait mes origines. Chaque syllabe était un passeport que je ne pouvais pas cacher. On me demandait souvent de parler plus doucement ou comme les autres. Mais je ne savais pas être autre chose. Mon accent, c'était ma mémoire en mouvement, et on voulait le gommer. Je marchais dans les rues comme une invitée sans durée. Les vitrines me renvoyaient un reflet que je n'aimais pas regarder. Une femme jeune masquée par la fatigue. Une étrangère dans son propre corps. Parfois je touchais mon bras, juste pour sentir que j'étais encore là. Le silence m'accompagnait partout. Ce n'était pas un choix. C'était une défense. Moins je parlais, moins je risquais d'être blessée. Mais le silence isole. Il enferme. Il fait croire aux autres que tout va bien. Alors que parfois, il hurle à l'intérieur, sans jamais sortir. Je rentrais dans ma chambre et je chantais doucement. Des chansons de mon enfance, des berceuses pour enfants disparus, des mots que personne ne comprenait ici. Et pourtant, c'était là que je retrouvais un peu de moi. Entre quatre murs, loin du monde. Je ne savais plus où j'étais chez moi. Là-bas, tout avait brûlé. Ici, tout était froid. Je vivais entre cendres et murs, sans jamais m'asseoir vraiment. Jusqu'au jour où j'ai compris, mon chez-moi ne serait peut-être plus un lieu, mais une personne, ou un geste. Et cette idée-là, discrète mais puissante, allait devenir ma force pour les années à venir. Un jour, au centre, une femme est venue poser des questions. Elle parlait plusieurs langues. Elle écoutait attentivement, notait des mots, répétait des phrases. Elle avait l'air de comprendre les silences, pas seulement les sons. Je l'ai observée longtemps. Et pour la première fois, je me suis demandé, et si moi aussi je pouvais traduire? On m'a testé. On m'a fait lire, écrire, parler. Ma langue, le créole de mon enfance, avait des ponts avec le portugais, des échos d'autres terres. J'ai dû réapprendre mes propres mots sous un autre regard. Mais j'aimais ça. Mettre des mots là où il n'y en avait pas. Créer un passage.
J'ai été admise dans un programme de formation. Rien de prestigieux. Mais pour moi, c'était énorme. J'avais une carte, un badge, un rôle. Je n'étais plus seulement la rescapée de là-bas. J'étais quelqu'un à qui on faisait confiance. Un visage qu'on reconnaissait dans un couloir. Les débuts furent durs. Je doutais. De ma voix, de mon accent, de ma place. Mais les soldats que je traduisais m'écoutaient. Et parfois, ils me remerciaient. Même si c'était juste pour un mot bien dit, une peur apaisée, une phrase qui évitait un malentendu. J'étais souvent entre deux camps, deux tensions, deux colères, mais aussi entre deux compassions. Et c'est là que j'ai compris. Être traductrice, ce n'est pas seulement répéter, c'est entendre, ressentir. Parfois, c'est dire ce que l'autre ne sait pas comment dire. Le travail m'a redonné un rythme, des horaires, une routine, une dignité. Je gagnais un peu d'argent, je riais parfois, je retrouvais une posture, pas celle d'avant, une nouvelle, plus droite, plus solide, comme une plante qui repousse après l'incendie. Je n'étais plus juste une survivante. J'étais une femme avec une fonction. Et ça, c'était déjà une victoire. Je ne l'ai pas vu arriver. C'était un matin gris, banal. J'étais dans le couloir de la base, entre deux tâches, traduisant un document médical pour un infirmier pressé. Et elle est apparue, blonde, calme, concentrée. Une nouvelle infirmière militaire. Elle m'a regardé, m'a souri, et simplement dit « Tu veux du thé ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Ce n'était pas la question. C'était sa voix, sa douceur sans insistance. Dans un monde de cris et d'ordre, elle murmurait. Elle proposait. Je n'étais pas habituée à ce genre d'attention. Encore moins venant d'une femme qui me regardait. Vraiment. On s'est retrouvés plusieurs fois dans les couloirs, puis à la cantine. Nos repas étaient discrets. Pas de gestes, pas d'allusions. Juste une conversation qui glissait comme une rivière tranquille. Elle posait des questions sans juger. Et moi, pour la première fois, j'avais envie de répondre. Camille parlait peu d'elle. Mais quand elle le faisait, ses mots sentèrent la campagne, les dimanches sous les arbres, les confitures faites maison. Elle riait avec la bouche, mais aussi avec les yeux. Elle n'avait pas peur de mon passé. Elle le recevait comme on écoute une chanson triste, avec respect. Un soir, je suis restée un peu plus tard au bureau. Elle est venue m'apporter une tasse. « Camomille et menthe », a-t-elle dit. J'ai souri. « Tu veux rester ?» Elle a hoché la tête. On n'a presque pas parlé. Mais je savais. Quelque chose en moi s'ouvrait. Lentement, timidement. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était un feu doux, une chaleur qui s'installe sans brûler. Et dans cette chaleur-là, je retrouvais quelque chose que je n'avais pas eu depuis l'enfance. La sensation d'exister, pour quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était elle. Nous n'avons jamais prononcé le mot amour, pas au début. Il aurait fait trop de bruit, trop de risques. 2 femmes, 2 uniformes, dans une base militaire. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une danse silencieuse, entre regards prudents et gestes mesurés. Et pourtant, c'était doux, terriblement doux. On partageait des pauses, des silences, des éclats de rire volés derrière des dossiers. Elle me laissait parfois une pomme sur mon bureau. Je lui glissais un mot plié dans sa poche de blouse. Rien de spectaculaire. Mais dans ces petits riens, il y avait tout ce qu'on n'osait pas dire à voix haute. On avait nos coins à nous. Une salle de stockage qu'on nettoyait volontairement. Un banc à l'arrière du réfectoire. Des moments volés, loin des regards. Parfois, juste un café. Parfois, un silence long, chargé de tout ce qu'on voulait retenir. C'était clandestin, mais vivant. Camille avait un rire qui calmait mes tempêtes. Une main posée sur la mienne suffisait pour que la journée devienne plus légère. Je découvrais une intimité que je n'avais jamais connue. Pas charnelle, profonde. Comme si nos douleurs parlaient la même langue. On faisait attention, très attention. Un mot de trop, un regard mal placé, et tout pouvait s'effondrer. Le règlement était clair.
l'ambiance encore plus. Mais le cœur n'écoute pas les règlements. Il bat, il espère, il résiste. Je m'étais juré de ne plus m'attacher. Après tout ce que j'avais perdu, je croyais ne plus pouvoir aimer. Mais Camille ne m'a pas demandé de l'aimer. Elle m'a juste regardé comme si j'existais. Et rien que ça, c'était déjà une forme d'amour que je n'avais jamais reçue. Dans les murs froids de la base, entre les armes et les ordres, il y avait nous. Fragiles, cachés, mais vrais. Ce jour-là, rien ne semblait différent. Le soleil frappait fort, les bottes résonnaient, les ordres circulaient. J'étais concentré sur un rapport quand j'ai senti l'air changer. Un silence tendu, des regards qui fuient. Quelqu'un avait parlé, ou vu. Je l'ai su au frisson dans mon dos, à la voix du supérieur qui m'a appelé, sèche. Dans son bureau, il n'a pas crié. Il a simplement dit « Ce que vous faites est inacceptable ». Et il a parlé d'honneur, de règlement, de discipline. Jamais d'amour, jamais de respect. Je suis restée droite. J'ai nié, bien sûr. Mais il savait. Il avait des preuves. Des mots lus, des gestes observés. Camille a été convoquée aussi. Le même jour. Pas ensemble. Pas un regard. Pas un mot. Le silence entre nous hurlait. À la fin de la journée, l'ordre est tombé. Elle serait transférée dans une autre base, à plus de 600 kilomètres. Et moi, affectée à un poste de surveillance dans une zone isolée, sans contact civil. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'étais en état de guerre, en mode survie. Je me suis dit, on trouvera un moyen. Mais le lendemain, elle est partie. Pas même un au revoir. Juste une note glissée dans ma poche. Je reviendrai. Promis. Et une tasse vide sur mon bureau. Les jours suivants ont été flous. Je n'arrivais plus à travailler. J'avais froid, comme si une partie de moi était partie avec elle. Les murs semblaient plus étroits, les regards plus lourds. Je n'étais plus invisible. J'étais celle dont on parle à voix basse. L'amour nous avait trouvés. Mais le monde n'était pas prêt. Ou peut-être, c'était l'institution. Les règles, les peurs des autres. Peu importait. On avait été séparés. Et chaque jour sans elle, je me demandais, est-ce qu'elle tient sa promesse? Est-ce qu'elle aussi m'attend? Ce n'était pas une fin, mais c'était une coupure nette, comme un coup près. Et dans l'écho de cette chute, mon cœur a appris à marcher, sur du verre. Quand je suis montée dans le camion pour rejoindre ma nouvelle affectation, loin de tout ce que je connaissais, j'ai regardé une dernière fois la base, là où j'avais trouvé l'amour. Et je me suis dit, on a volé ce que j'avais de plus doux. Mais je ne savais pas encore qu'on allait aussi m'arracher ce que j'avais de plus vital. La base où j'ai été envoyée ressemblait à un bout de rien, planté au milieu d'un ailleurs. Poussière, chaleur, silence militaire. On ne posait pas de questions. On obéissait. J'étais traductrice encore. Mais ici, je servais surtout à occuper un lit, remplir un tableau, traduire des messages sans nom. Je faisais semblant d'aller bien. Et eux faisaient semblant de ne pas voir. Les semaines passaient. Je me nourrissais d'habitude. Lever, corvée, silence. Je pensais à Camille, aux tasses de thé, à son rire. Mais la distance avalait nos promesses. Je lui écrivais, sans réponse. Chaque jour, un peu plus seul. Chaque nuit, un peu moins moi-même. Puis il y a eu cette mission de routine. Escorter un convoi. Rien d'extraordinaire. Je n'étais même pas censée y aller. Mais quelqu'un est tombé malade. J'ai dit oui, par automatisme. On a pris la route. Et à la sortie du village, le bruit, l'explosion, la lumière blanche, le néant. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais au sol. Le sang, la poussière, les cris. Ma jambe ne répondait plus. Je voulais me lever. Impossible. Il y avait du métal dans mon dos, une douleur sourde, et surtout, ce froid. Ce froid qui annonce que quelque chose vient de s'éteindre. Ils m'ont sorti de là. Encore une fois, vivante. Mais cette fois, je le savais dès la première minute. Je ne marcherai plus.
Mon corps me trahissait. Il hurlait sans bruit. J'ai pensé à Camille, à ce qu'elle dirait, à si elle viendrait. Puis j'ai sombré à nouveau. L'hôpital militaire ne sentait rien. Ni désespoir, ni compassion. Juste désinfection, lumière crue, blouse pressée. On m'a expliqué la blessure, le verdict, les options. Vous êtes chanceuse d'être en vie. Ils ne savaient ni pas. Ce qu'ils avaient sauvé, ce n'était qu'un morceau de moi. Ce jour-là, ils ont perdu une soldate. Et moi, j'ai perdu mes jambes. Mais pas seulement. J'ai perdu l'illusion de pouvoir recommencer seule. Ce jour-là, c'est le monde qui s'est rétréci. Et dans ce petit monde, j'attendais à nouveau qu'on me tende la main. Ils m'ont installé dans une chambre blanche, sans odeur, sans décor. Juste un lit, un plateau repas, un fauteuil roulant près du mur. J'ai mis des jours à le regarder. C'était trop tôt, trop vrai. Tant que je ne m'asseyais pas dedans, peut-être que rien n'était définitif. Mais un matin, une aide-soignante a dit doucement « On va essayer ». Elle a soulevé mon dos, plié mes jambes mortes, ajusté mes bras, et puis j'étais là, assise, dans ce corps qui ne répondait plus du bas, face à ce miroir qu'on avait oublié d'enlever. Je me suis vue, entière, mais changée. Mon visage était intact. Ma main, tremblante, a touché ma joue, lentement, comme pour vérifier. C'est encore moi? Le haut bougeait. Mais le reste, non. Ce n'était pas la douleur qui me brisait. C'était cette limite invisible, ce bas du corps devenu frontière. Pourquoi moi? La question a surgi sans prévenir, comme un soupir cassé. J'avais survécu 2 fois, j'avais tout recommencé, et maintenant, il ne restait que l'attente d'un sens, l'attente d'un geste. Les infirmiers passaient, les soins s'enchaînaient, kinés, médicaments, papiers. Mais à l'intérieur, rien ne guérissait. J'étais figée, comme si l'heure s'était arrêtée. Et moi avec. Même la soupe semblait tiède dans l'âme. Puis un jour, la porte s'est ouverte. Camille, coiffée, discrète, tremblante. Elle n'a rien dit, a juste posé sa main sur la mienne. Et dans ce simple contact, tout s'est remis à bouger. Pas mes jambes, mais mon cœur, ce fauteuil, ce n'était plus la fin. C'était le début d'un autre chemin. Lent, douloureux, incertain, mais avec elle à mes côtés, c'était un chemin possible. Je ne sais pas comment elle l'a su. Peut-être une lettre perdue, un appel intercepté ou juste l'intuition de celle qui aime. Camille est arrivée sans prévenir, un jour de rééducation. Elle a poussé doucement la porte, m'a regardée et a dit « Je reste ». Elle n'avait pas de tenue militaire. Juste un pull, un sac et des yeux fatigués. J'ai voulu protester. Lui dire qu'elle avait une carrière, un avenir, des grades à gagner. Mais elle a levé la main et a souri. Je n'ai jamais voulu monter les échelons. Je voulais te retrouver. Ce jour-là, elle avait déjà remis sa lettre de démission. Elle avait tout quitté. Pour moi. Les premiers jours furent étranges. Elle m'aidait à me lever, me laver, me nourrir. Et moi, pleine de honte, je détournais le regard. Elle ne me forçait jamais. Elle attendait, avec cette patience rare. Elle ne voulait pas sauver une femme cassée. Elle voulait juste être là, avec moi, comme avant, comme toujours. Peu à peu, j'ai accepté. Que mes gestes soient aidés, que ma dignité ne tenait pas à me débrouiller seule. Elle me redonnait une tendresse que je croyais enterrée. Un quotidien à 2. Des silences partagés. Des sourires dans la cuisine. Camille s'est installée dans une petite maison près de l'hôpital où elle a été engagée comme infirmière civile. Elle disait que c'était temporaire. Mais je savais. C'était un nouveau début, pas un provisoire, un pour de vrai. Et dans cette maison, je recommençais à respirer. Elle n'avait pas fait de discours, pas de grandes déclarations, mais son geste,
quitter l'armée, la sécurité, les médailles, pour venir me tenir la main chaque matin, valait tous les « je t'aime » du monde. Camille ne m'a pas choisie parce que j'étais forte. Elle m'a choisie même quand je ne l'étais plus. Et ça, c'est une forme d'amour que rien ne peut effacer. La première fois que j'ai franchi le seuil de notre maison, Camille poussait mon fauteuil, et moi, je tremblais. Pas à cause de la douleur, mais de ce silence nouveau, doux, qui enveloppait tout. C'était modeste, chaleureux, avec une odeur de bois et de pain grillé. Elle a dit « Bienvenue chez toi ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru. La cuisine devenait notre centre, pas seulement pour les repas. C'était là qu'elle préparait son café en chantonnant, qu'elle déposait un biscuit sur mon assiette comme un petit clin d'œil. Elle avait tout aménagé pour moi. Les placards bas, la table accessible, même un tiroir rien qu'à moi. Chaque matin, elle ouvrait les volets et disait « On est vivante ». Puis elle me roulait doucement jusqu'à la fenêtre. On regardait le jardin, les oiseaux, le ciel qui changeait. Et entre une infusion et un petit déjeuner, je retrouvais une paix que la guerre m'avait volée. Camille aimait cuisiner. Moi, je l'aidais comme je pouvais. Je lisais les recettes, lui passais les ustensiles, ajoutais une pincée de sel au bon moment. Parfois, elle me faisait goûter une sauce et me disait « C'est bon, chef ». On riait. On cuisinait comme on se soignait, lentement, ensemble. Le fauteuil faisait partie du décor, mais il ne pesait plus. Il roulait entre les meubles, dans les rires, dans la routine. Il n'était plus un rappel de la perte, mais un témoin du possible. Et dans cette maison, j'ai appris à aimer autrement, sans peur, sans urgence. Le bonheur n'est pas arrivé d'un coup. Il s'est glissé dans les gestes simples, un torchon bien plié, une chanson à la radio, une caresse sur l'épaule. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était entier. Et surtout, c'était à moi. Ce jour-là, dans cette cuisine, je n'étais plus une survivante. J'étais une femme, aimée, vivante, chez elle. Les premières nuits dans la maison n'étaient pas faciles. Mon corps criait encore. Douleur fantôme, spasme, réveil en sueur. Parfois, je pleurais sans bruit. Camille ne disait rien. Elle se levait, me couvrait mieux, me murmurait un mot doux, une main sur la mienne. Et je retombais dans le silence, moins seule. Les matins étaient plus doux. Elle préparait le café pendant que je regardais les oiseaux picorer le pain dehors. Elle ne me demandait jamais comment j'allais. Elle savait. Elle vivait chaque soupir avec moi. Dans son regard, je n'étais pas une blessée. J'étais sa compagne, sa moitié. Réapprendre à vivre, ce n'était pas spectaculaire. C'était accepter de ne pas pouvoir tout faire. Accepter que certains jours, rien ne marche. Que même sourire demande un effort. Mais aussi, se réjouir d'un shampoing sans aide, d'un livre lu d'une traite, d'un plat réussi. Camille me disait « Tu n'as pas à être forte tous les jours. » Et moi, j'apprenais à lâcher, à pleurer devant elle, à rire aussi, à m'endormir sans honte. La tendresse habitait nos gestes, un pull qu'elle pliait sur mes genoux, une musique qu'elle mettait pour danser autour du fauteuil, une vie normale, doucement tissée. Quand elle partait travailler, la maison devenait un silence plein d'échos. Au début, je restais là, à fixer l'horloge. Puis j'ai commencé à me fixer de petits défis. Ouvrir le rideau toute seule, préparer une infusion pour son retour, écrire une note qu'elle trouverait sur la table. Merci de m'aimer comme ça. Les heures seules n'étaient même pas vides. Elles étaient un terrain d'apprentissage. J'ai appris à cuisiner depuis ma chaise, à déplacer les objets avec une pince, à me maquiller un peu les jours où elle rentrait tard, juste pour voir ses yeux s'illuminer. Ce n'était pas pour oublier ma douleur. C'était pour me rappeler que j'existais au-delà d'elle. Et un soir, elle est rentrée, fatiguée, et m'a trouvée avec une petite tarte aux pommes, bancale, mais faite par moi. Elle a souri, m'a embrassé le front et dit « C'est toi mon remède ». Ce jour-là, j'ai su
J'étais encore capable d'offrir, pas seulement de recevoir. Petit à petit, j'ai cessé de me définir par mes blessures. Je n'étais plus celle qui a survécu à 2 guerres. J'étais juste moi, avec mes cicatrices, mes rires, mes fatigues. Camille ne me regardait jamais avec pitié, juste avec amour, simple, pur, quotidien. Et un soir, dans notre salon, elle m'a dit « Tu sais, t'es belle, comme ça, juste comme t'es. » J'ai souri, et j'ai cru. Ce jour-là, j'ai su, j'étais vivante. Enfin. C'est Camille qui a posé la question un soir, devant la télé. « Tu crois qu'on pourrait adopter ?» Je l'ai regardée, surprise. Pas parce que l'idée me semblait folle, mais parce qu'elle m'a semblé douce, comme une promesse. J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et dès ce soir-là, quelque chose s'est mis à grandir en nous. On s'est renseigné, beaucoup. Les dossiers, les entretiens, les regards en coin. 2 femmes, déjà âgées, dont l'une en fauteuil. Le parcours n'était pas facile, mais on avait de l'amour à offrir, et une maison pleine de place. Et puis, un jour, on nous a parlé d'eux, un frère et une sœur arrivés d'un camp, sans parents, sans repères. La première rencontre s'est faite dans un centre. Lui avait 8 ans, elle, 5, méfiant, silencieux. Lui me fixait sans rien dire. Elle se cachait derrière lui. J'ai parlé doucement. J'ai dit que j'avais aussi fui un jour, que je savais ce que c'était d'avoir peur du noir et du silence. Le garçon a cligné des yeux, et j'ai su qu'il m'avait entendu. Ils sont venus passer un week-end, puis une semaine, puis ils n'ont plus quitté la maison. On a installé leur lit, accroché des dessins. Camille a mis des étoiles au plafond, et moi j'ai raconté des histoires avant de dormir. Sans grandes phrases, juste ma voix, la leur, et ce lien qui se tissait, fil après fil. Ils avaient leurs blessures. Le petit faisait des cauchemars. La petite refusait de manger certains jours. Mais on ne forçait pas. On attendait, avec patience, avec tendresse. J'ai reconnu leur silence, leur colère. C'étaient les miennes, d'avant, celles que personne ne savait nommer. Un matin, la petite a pris ma main, sans un mot, juste ça, ce geste. Et j'ai senti une chaleur immense. Je ne voulais pas les sauver. Je voulais qu'ils sachent qu'ici, ils pouvaient tomber, et qu'on serait là pour les relever. En les regardant, je me voyais, petite, fuyant les flammes, espérant qu'un jour quelqu'un dise « Tu es en sécurité ». Et maintenant, c'était à mon tour de dire ces mots, de les incarner, et de croire, enfin, qu'on peut transmettre autre chose que la douleur. C'était un mercredi après-midi. Camille travaillait tard à l'hôpital, et j'étais seule à la maison avec les enfants. Ils étaient rentrés de l'école en courant, affamés, excités. J'avais préparé un petit goûter sur la table basse, des biscuits, du jus, un peu de musique douce, tout allait bien, jusqu'au cri. Il jouait dans le couloir, à trébucher, et sa bouche a heurté le coin d'un meuble. Du sang, une dent tombée, des larmes. Mon cœur a bondi, mais je suis allée vers lui, et calé le frein de mon fauteuil, et l'ai doucement attiré contre moi. « C'est rien, mon cœur, tu deviens un grand. » J'ai pris un torchon humide, posé doucement sur sa bouche. Il s'est apaisé peu à peu. Je lui ai caressé les cheveux, les gardé contre ma poitrine, sa tête blottie sous mon menton. Et là, dans un souffle timide, il a dit « Maman !» Ce mot, si petit, si immense. Il m'a traversée tout entière. J'ai fermé les yeux et j'ai souri. Je n'ai rien dit de plus. Juste gardé ce moment comme un trésor. Sa sœur est venue se blottir à nos pieds, un livre dans les mains, et le monde s'est remis à tourner. Tout doucement. Rempli d'un mot nouveau, planté comme une graine. Quand Camille est rentrée, j'avais encore le cœur battant. Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque geste. Elle a ri doucement, m'a embrassé la joue et m'a dit « T'as assuré comme une reine ». Et dans ses yeux, j'ai vu la fierté.
l'amour, la reconnaissance. Être mère, ce n'est pas tout prévoir. C'est être là quand ça vacille, trouver des ressources là où on pensait ne plus en avoir. Ce jour-là, seule avec eux, j'ai compris que même en fauteuil, je pouvais les tenir, les apaiser, les aimer de tout mon être. Et au petit déjeuner du lendemain, il a dit à sa sœur « C'est notre maman ». Et elle a hoché la tête, naturellement. Ce mot-là, c'était le mien. Et je n'ai jamais voulu le rendre. On recevait encore des lettres où il était écrit « Madame L » et son accompagnante. Des formulaires où il fallait cocher célibataire ou mentir. Les écoles demandaient une autorité paternelle pour signer. Et à l'hôpital, on demandait à Camille « C'est votre ami ?» On se regardait. On souriait. Parfois, on expliquait. D'autres fois, on laissait passer. Les enfants, eux, ne posaient jamais la question. Pour eux, il y avait deux mamans. Celle qui les aidait avec les devoirs, celle qui soignait les bobos, celle qui racontait les histoires, celle qui posait un bisou sur le front. Parfois la même, parfois l'autre, toujours ensemble. C'était ça leur vérité. Je me souviens d'un jour à la mairie. On venait renouveler un papier. Le fonctionnaire a lu le dossier, puis a levé les yeux. Mais qui est la responsable légale ? Camille a répondu, calme. Nous deux. Il a haussé les sourcils. C'est autorisé, ça ? Les enfants ont serré nos mains. Et j'ai senti leur peur. La peur qu'on les sépare. Ce soir-là, on a parlé. Camille a dit « Je veux qu'ils soient de protégés, même si la loi ne veut pas de nous. » Alors on a consulté. Avocats, associations. On a fait ce qu'on pouvait, lentement, légalement. Et surtout, avec foi. Foi que le cœur finirait par peser plus que les cases. Il y a eu des jours de colère, d'autres d'épuisement. Mais on avançait. Parce que, ne doutèrent jamais. Un jour, la petite a dit à une voisine « Moi, j'ai deux mamans, c'est normal. » Et c'est devenu notre étendard. Pas un drapeau. Juste, leur regard, leur confiance. Les papiers mettèrent des années. Les réponses étaient floues. Mais dans notre maison, la famille ne dépendait pas de cachets officiels. Elle se construisait à chaque dîner, chaque câlin, chaque nuit où l'on veillait sur leurs cauchemars. Et dans tout ça, j'ai compris. Ce n'est pas l'État qui décide qui on aime, ni ce qu'est une famille. Ce sont les enfants. Eux savaient. Et ça suffisait. On l'a trouvée par hasard. Une maison un peu isolée, avec un vieux portail rouillé, un jardin à l'abandon, et une lumière douce qui filtrait par les volets tordus. Camille a dit « Elle a l'air fatiguée, comme nous quand on l'a quittée. » Et j'ai répondu « Alors on saura l'aimer. » Ce jour-là, on a signé sans hésiter. Le déménagement a été une épopée. Des cartons, des jouets, des papiers qu'on croyait perdus. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre, comme s'ils exploraient un château. J'ai roulé d'une pièce à l'autre, touché les murs, respiré l'odeur du bois ancien, et j'ai su, cette maison allait nous réparer. Camille a repeint la cuisine. Moi, j'ai choisi les rideaux. Les enfants ont accroché leurs dessins dans le couloir. Un vélo a vite trouvé sa place près de la porte. Un vieux fauteuil près de la cheminée. On ne l'a pas rénovée comme dans les magazines. On l'a rendue vivante. À notre image, simple, un peu cabossée, mais pleine d'âme. Les voisins nous ont accueillis avec prudence. 2 femmes, un couple, une étrangère, une chaise roulante. Ce n'était pas courant par ici, mais on avait appris à ne pas forcer les regards. Petit à petit, les sourires sont venus, les œufs frais sur le pas de la porte. Un mot glissé dans la boîte aux lettres. Besoin d'aide pour le jardin ? Chaque pièce a trouvé sa fonction. Le salon pour les films du samedi soir, la cuisine pour les confidences entre 2 casseroles, le couloir pour les courses folles en chaussettes, et mon coin près de la fenêtre pour lire, coudre, penser. C'était une maison, mais surtout un abri. Les enfants disaient que la maison respirait mieux depuis qu'on était là, et je les croyais. Elle avait été oubliée, comme moi autrefois, et maintenant elle riait avec nous.
Elle écoutait nos silences, et chaque matin, elle nous offrait une nouvelle chance. Dans cette maison, je n'étais pas une femme en fauteuil. J'étais la maman, la compagne, celle qui veille, qui cuisine, qui console, qui rit. Et chaque fois que le vent entrait doucement par les fenêtres, je sentais que Dieu ne nous avait pas oubliés. Et le mariage? Les enfants avaient grandi. Notre fils était devenu avocat pour défendre les familles comme la nôtre, disait-il. Il vivait à Bordeaux avec un compagnon discret. Notre fille, elle, étudiait la médecine à Limoges. Elle passait à la maison entre deux stages, les bras chargés de linge et de tendresse. Camille et moi, on vieillissait dans notre maison du Limousin. Les murs gardaient les rires, les silences, les nuits d'orage et les petits matins en chaussons. Nos journées étaient plus calmes, mais remplies. Le jardin poussait. Le chat dormait sur mes genoux. Et parfois, on parlait du passé comme d'un vieux roman qu'on aurait vécu à deux. Un soir, en 2013, notre fille a crié depuis le salon « Maman! Maman! C'est voté !» On a roulé jusqu'à la télé. Les députés venaient d'adopter la loi sur le mariage pour tous. Je me souviens du silence dans la pièce, un silence chargé. Camille m'a regardée. J'avais les larmes aux yeux. Elle m'a simplement dit « On peut maintenant ». Mais on n'a pas couru, on n'a pas sauté le pas tout de suite. On avait déjà tout. Une vie, une famille, une promesse quotidienne. Mais la loi disait enfin ce qu'on savait depuis toujours. Notre amour valait. Ce fut notre fils qui relança le sujet 2 ans plus tard. Vous attendez quoi? On a ri, et Camille a dit les vacances, qu'on soit tous là, e foi assim que decidimos. Uma cerimônia no verão, no nosso quintal, pequena, íntima, mas cheia de sentido. As crianças penduraram lanternas nas árvores. Os vizinhos trouxeram pratos caseiros. Um amigo, tabelião da vila, topou celebrar. Eu usei um vestido leve. Camille, uma camisa de linho. Nossa filha tocou piano. Nosso filho falou de coragem e amor. Nos olhamos e nos reconhecemos, como no começo. Mas agora, inteiras. Dissemos sim. Baixo. Lento. Mas firme. E enquanto os sinos da vila tocavam ao longe, senti que algo em mim se alinhava. Como se o tempo, enfim, dissesse: agora vocês são vistas, ouvidas, reconhecidas. À noite, olhando nossa foto de casamento pendurada na sala, sussurrei. A gente não precisou da lei para ser família, mas foi bonito ter ela do nosso lado. Il y a eu une époque où je n'éteignais jamais la lumière, même adulte, même en sécurité. Je laissais toujours une veilleuse, comme si le noir pouvait m'avaler encore. Parce qu'avant, la nuit venait avec les cris, les feux, les pertes. Elle n'était pas un repos, elle était un rappel. Mais maintenant, la nuit est douce, silencieuse. Dans notre maison, elle sent le linge propre et le bois. Camille lit près de moi. Le chat ronronne au pied du lit. Et moi, parfois, je me lève, ou plutôt je roule, jusqu'à l'armoire du couloir. J'ouvre le tiroir du bas, là où sont les albums. Les photos sont simples, pas posées, pas parfaites, mais vraies. Des bouches pleines de confiture, des genoux écorchés, des repas en terrasse, des anniversaires improvisés. Des visages un peu flous mais pleins de vie. Et au milieu, toujours, Camille et moi, ensemble. Je m'arrête souvent sur celle où Camille me tient la main, juste après notre mariage. Il y a une lumière dorée. On dirait qu'on sort d'un tunnel. Cette photo, c'est ma victoire, mon refuge, mon souvenir préféré, parce qu'elle dit tout, sans un mot. Je pense à la jeune fille de 18 ans, cachée sous les décombres, à celle qui pleurait, perdue dans un hôpital militaire, à celle qui ne croyait plus en rien. Je pense à elle, et je la remercie d'avoir tenu, d'avoir espéré, même sans y croire. Et maintenant, quand je referme l'album, je souffle doucement. Il n'y a plus de peur, juste une paix profonde, parce qu'à travers toutes ces années, toutes ces blessures, j'ai construit un présent qui me tient chaud, même dans les nuits les plus longues. Alors oui,
je n'ai plus peur de la nuit, parce que j'ai appris à l'éclairer de l'intérieur. Le matin, le soleil entre d'abord par la cuisine. Il éclaire la table, puis glisse vers le salon. Et quand j'ouvre les volets du jardin, j'entends ce petit cri familier. « Mamie, regarde !» Mon petit-fils court derrière une libellule. Il rit fort, et ce rire me traverse tout entière. Je suis là, assise dans mon fauteuil entre deux rosiers. Camille arrose les tomates, il y a des miettes de gâteau sur la nappe, le vent joue avec les feuilles, et moi, je souris. Parce qu'à cet instant précis, je ne manque de rien. Je n'attends rien. Je vis. Mon petit-fils vient vers moi, s'accroche à mes genoux et me dit « Toi, t'étais une vraie guerrière, hein ?» Je ris. Peut-être, mais j'ai surtout appris à aimer. Il ne comprend pas tout, mais il m'écoute, et ça suffit. Parce que ce qu'il voit, c'est une grand-mère heureuse. Il y a quelques années, j'avais peur qu'il me voie comme fragile, ou triste. Mais non, il me voit forte, douce, présente. Il me grimpe sur les jambes, il me tire jusqu'au pommier. Il me demande des histoires de mon pays. Je lui parle de pluie chaude, de mangues fraîches, d'oiseaux colorés. Dans ce jardin, j'ai tout reconstruit. Mon corps, mon cœur, ma famille. J'ai planté des graines comme on plante des espoirs, et elles ont poussé, pas toujours droites, pas toujours faciles, mais vivantes, solides, comme nous. Camille me rejoint avec un verre de citronnade. Elle m'embrasse sur la joue. On regarde notre petit-fils faire des cabrioles, et je lui dis doucement « Tu te rends compte ? On a tenu, on a traversé, et maintenant, on est là. » Et là, au milieu du verre, du rire, du soleil, de la terre, je sais. Ce n'est pas une médaille, ni une victoire militaire. C'est mieux. C'est une paix gagnée, une paix offerte, une paix transmise. Il arrive toujours vers 10 heures. Il a gardé cette ponctualité militaire, même s'il ne l'a jamais servi. Il gare sa voiture près du portail, sort le petit siège enfant, puis notre petit-fils qui s'accroche à lui comme un koala. « Mamie !» il crie déjà, avant même que la porte soit ouverte. Je l'attends dans l'entrée, les bras ouverts. Mon fils m'embrasse sur le front, me regarde avec tendresse. Il a grandi, vieilli même un peu, dans le regard. Mais son cœur, il reste doux, présent. Quand il me parle, je reconnais mon Econele, uma forza tranquilla, uma justicia silenciosa. On s'installe autour de la table. Camille prépare des crêpes, le petit verse trop de sirop, ça colle partout. On rit. Mon fils raconte sa semaine, ses dossiers, les injustices qu'il affronte avec calme. Il me dit parfois « Tu m'as donné la rage de protéger », et je sais que Valeux a peina. Après le repas, on va dans le jardin. Il pousse ma chaise sans que je demande. Mon petit-fils court après un papillon. Je les regarde, et j'ai la gorge serrée. Parce qu'il fut un temps où je croyais que jamais je ne connaîtrais ça. Une lignée, une continuité, une joie simple. Le dimanche soir, quand ils repartent, il me serre fort. « Je t'aime, maman. » Et moi, je réponds. « Moi aussi, mon grand. » Il me regarde toujours un peu plus longtemps, comme s'il savait que ces moments-là sont des trésors à préserver. Et ils le sont. Quand la voiture s'éloigne, le jardin redevient calme. Camille me serre la main. On reste là, à regarder les feuilles bouger doucement. Et dans le silence, je remercie. Pour lui, pour sa force, pour sa fidélité, pour ce lien invisible qui, même adulte, continue de battre entre nous. Parce que ce fils-là, c'est ma victoire. Et à travers lui, c'est tout un monde que j'ai réparé. C'était son anniversaire. 7 ans. Des ballons dans le jardin, des gâteaux faits maison, des enfants qui couraient partout. Camille avait préparé une grande limonade, moi j'avais surveillé la cuisson des sablés. Et lui, mon petit-fils, rayonnait, roi du jour, capitaine de la fête. Un groupe d'enfants s'était formé près du pommier. Ils jouaient à se raconter des histoires de famille. L'un disait « Mon grand-père, il était pompier ». Un autre
Le mien, il a un uniforme dans son armoire. Et mon petit-fils, fier, a dit « Ma mamie aussi, elle était soldate. Une vraie ?» Il est accouru vers moi, les yeux brillants. « Dis, mamie, c'est vrai que t'étais une vraie soldate ?» J'ai souri. Je l'ai fait venir tout près. « Oui, mon cœur, j'ai porté un uniforme. J'ai entendu des choses que j'aurais préféré oublier. Mais j'ai aussi appris à aimer plus fort que la peur. » Il m'a regardé sans tout comprendre, mais avec un sérieux attendrissant. « T'as gagné la guerre ?» J'ai réfléchi. Non, mais j'ai choisi la paix. Et parfois, c'est plus difficile. Il a hoché la tête, comme s'il acceptait une vérité ancienne, sans encore pouvoir la dire lui-même. Les autres enfants se sont approchés, curieux. Je leur ai raconté une version douce de mon histoire. Que j'étais parti loin, que j'avais vu beaucoup de choses, et que c'est l'amour qui m'avait ramené ici. Que la vraie force, ce n'était pas de savoir tirer, mais de savoir tenir une main blessée. Quand les ballons ont commencé à éclater, quand le gâteau a été découpé, j'ai regardé Camille au loin. Elle riait avec deux mamans. Notre vie était là, visible, acceptée, aimée. Et moi, j'étais la mamie qui avait survécu, oui, mais surtout, celle qui avait choisi l'amour. L'uniforme est resté au fond d'un placard. L'arme, rendue depuis longtemps, je n'ai plus à marcher droit, à saluer, à obéir à une hiérarchie. Et pourtant, je suis encore en poste. Pas au front, mais au cœur, là où il faut veiller, écouter, apaiser, être présente, protéger. Aujourd'hui, ce n'est plus porter un gilet pare-balles. C'est guetter les silences de ma fille quand elle appelle, tard, entre deux examens. C'est sentir dans la voix de mon fils une fatigue qu'il ne nomme pas. C'est répondre avec douceur, même quand mon propre corps est à bout. C'est apprendre à dire « je suis là », sans trop en faire. À offrir un plat chaud, un mot juste. Une prière chuchotée dans le noir. C'est comprendre que les blessures ne sont plus visibles, mais qu'elles demandent, plus que jamais, d'être reconnues. Je veille, je protège. Avec mes gestes de grand-mère, mes silences pleins, mon regard posé. Je ne me tiens plus droite sur un champ de bataille, mais je me tiens ferme dans mon foyer, dans les souvenirs, dans les liens, dans les promesses silencieuses. Camille, parfois, me dit « Tu n'as jamais vraiment quitté ton rôle », et je ris. Non, j'ai juste changé d'uniforme. Elle m'embrasse le front, et je sais qu'elle comprend. Que protéger, c'est aimer, et qu'aimer, c'est veiller à ce que l'autre se sente en sécurité. Il y a des jours où je me sens encore utile, pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis, une présence stable, une mémoire vive, un refuge discret. Et ça vaut plus que toutes les médailles. Alors non, je ne porte plus d'armes, mais je protège. Encore, et toujours. Ma guerre n'a pas eu de fin officielle. Pas de fanfare, pas de drapeau hissé, juste des silences, des absents, des souvenirs qu'on porte comme des cicatrices invisibles. La guerre, elle n'a pas de vainqueur, seulement des survivants. Et moi, j'en suis une. Mais la paix que j'ai construite, elle, a des visages. Celui de Camille, chaque matin, avec ses cheveux blancs et son regard tendre. Celui de mes enfants, devenus forts, droits, libres. Celui de mon petit-fils, qui me demande de lui raconter quand j'étais une héroïne. La paix vit dans les albums photos, dans les gâteaux du dimanche, dans le tricot au coin du feu. Elle vit dans la routine, dans les gestes simples. Elle a pris le visage de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai sauvé, de ce que j'ai bâti, une douceur à la fois. Il fut un temps où je croyais que survivre, ce n'était pas assez, que rester, c'était échouer. Mais aujourd'hui, je comprends. Survivre, c'est résister, c'est choisir chaque jour d'avancer, même lentement, même avec des douleurs, même avec la mémoire pleine. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi. Je ne remets plus en question le passé. Je regarde ce que j'ai devant moi,
Et je dis merci, pour l'amour, pour la lente reconstruction, pour les visages qui donnent un sens à tout ça. Ma guerre n'a pas eu de héros, mais ma paix, elle, a une armée d'amour. Discrète, présente, vivante. Et dans ce calme profond, je sais que j'ai gagné. Il ne pèse presque rien. Mais dans mes bras, c'est tout un monde que je tiens. Il s'endort souvent après le goûter, la tête posée contre ma poitrine, son souffle régulier, ses petits doigts serrés dans mon pull. Et moi, je reste là. Je le berce doucement, sans rien dire. Juste être. Il y a quelques années encore, je n'aurais pas cru pouvoir vivre un moment pareil. Pas parce que je n'en rêvais pas, mais parce que je ne pensais pas le mériter. J'avais survécu. Oui, mais je portais en moi trop de douleur, trop d'ombre. Je me sentais cassée. Mais ce petit garçon-là, il m'a réparé sans le savoir. Un mamie au réveil, un dessin à peine colorié, un bisou maladroit sur la joue. Il n'a pas recollé les morceaux. Il les a simplement aimés tels qu'ils étaient. Et ça, c'est plus fort que tout. Camille dit que j'ai changé, que mes silences ne sont plus lourds, qu'ils sont pleins, que mes gestes sont plus tendres, que mes nuits sont plus calmes. Et c'est vrai. Parce que dans ce va-et-vient du fauteuil, dans ce bercement lent, quelque chose en moi a trouvé la paix. Il ne saura peut-être jamais tout ce que j'ai traversé. Peut-être qu'un jour, il lira mes carnets, ou qu'il écoutera ses parents lui parler de nous. Mais ce qui compte, c'est qu'il grandit entouré d'amour. D'un amour qui a souffert, oui, mais qui a choisi de guérir. Je le regarde dormir, et je murmure « Tu es la preuve que j'ai tenu ». Il ne répond pas. Il dort profondément. Et dans ce silence, dans cette chaleur, je sens que c'est moi, maintenant, qui suis apaisée. Parce qu'en le berçant, c'est moi qui me reconstruisais. Et aujourd'hui, je peux dire « Je suis guérie ». J'ai vécu des choses qu'aucune grand-mère ne devrait vivre, mais j'ai aussi connu un amour que peu osent imaginer. Aujourd'hui, chaque ride sur mon visage est une victoire. Chaque rire de mes petits-enfants, un miracle. Et vous, qu'est-ce qui vous a guéri un jour, sans même que vous ne vous en rendiez compte? Laissez un mot pour cette grand-mère. Elle lira comme on lit une prière.